Enchaînement caractéristique, les électrons peuvent se déplacer de l'oxygène du haut vers l'oxygène du bas. Donc une formule mésomère encore en plus. J'en ai pas parlé, mais on peut l'écrire. Il y a également une formule mésomère qui fait intervenir l'enchaînement pi sigma pi présent à l'intérieur du cycle aromatique. Donc là, en faisant tourner les électrons à l'intérieur du cycle, on pourrait rajouter donc 6 nouvelles formules mésomères. Et on pourrait même ensuite utiliser d'autres types d'enchaînements, comme celui que je vais mettre en évidence ici, l'enchaînement pi sigma pi. Alors, les électrons vont avoir tendance à se déplacer vers l'atome d'oxygène qui est plus électronégatif. Je vais représenter ça en bas. Donc, la double liaison à l'intérieur du cycle va venir se mettre entre le carbone et le soufre, poussant des électrons vers l'atome d'oxygène, ce qui va nous permettre d'écrire la représentation suivante. Alors, un petit commentaire sur cette représentation. La première chose qui doit être choquante, c'est l'apparition d'une charge plus et d'une lacune électronique surtout sur cet atome de carbone. Il ne respecte plus la règle de l'octet et donc ça va très fortement déstabiliser cette structure. Donc cette formule mésomère n'est pas très représentative. Pourquoi est-ce qu'on la dessine? Eh bien parce qu'elle permet de mettre en évidence un nouvel enchaînement caractéristique, l'enchaînement pi sigma V, donc pi sigma lacune, qui permet du coup de délocaliser la charge positive à l'intérieur du cycle aromatique. Par conséquent, vous l'aurez compris, on pourrait continuer ce petit jeu comme ça encore pendant longtemps et dessiner pour cette structure, je sais pas, entre 10 et 15 formules mésomères. Donc, puisqu'il y a beaucoup de formules mésomères pour l'ion tosylate, que les atomes respectent dans les représentations les plus probables la règle de l'octet, eh bien, tout ça nous laisse penser que l'ion tosylate est très très stable. Pour la question suivante, la numéro 17, pas grand chose à dire, on nous demande de justifier le caractère non renversable de la transformation chimique. On s'appuie bien sûr sur la réponse de la question 16. On vient de montrer que le produit qui est formé est extrêmement stable. Un produit, lorsqu'il est stable, ça veut dire qu'il n'a pas tendance à se transformer chimiquement, il n'est pas réactif. Donc une fois que l'ion tosylate a été formé, eh bien, il est très très difficile de le faire réagir pour revenir au niveau des réactifs. D'où le caractère non renversable de la transformation. Alors ensuite, question numéro 18. On nous pose là une question de cinétique formelle pure et dure, de la définition. Si on suppose que cette réaction admet un ordre, sous quelle forme peut-on mettre sa vitesse, qu'on va noter petit r? On définira soigneusement chacun des termes. Définir soigneusement, ça veut dire donner la signification, le nom, mais aussi préciser les unités. Très peu d'entre vous ont pensé à donner les unités. Alors on va voir comment est-ce qu'on pouvait répondre à ça. La réaction qu'on étudie, je vais reprendre les notations abrégées. Elle se note ROTS plus I- donne RI plus TS au moins. Si une transformation chimique admet un ordre, sa vitesse R va s'écrire comme le produit d'une constante particulière, K, qu'on appelle la constante cinétique ou constante de vitesse. On l'appelle aussi parfois coefficient de vitesse, puisque c'est une valeur qui n'est pas rigoureusement constante, puisqu'elle change lorsque la température change. Et on va multiplier ce paramètre par les concentrations des réactifs à une certaine puissance, qu'on peut noter P et Q.
Ces puissances P et Q, dans le cas général, eh bien, elles sont différentes des valeurs des nombres stoichiométriques. Il y a une identification avec les nombres stoichiométriques uniquement dans le cas des actes élémentaires, et dans ce cas-là, bien, c'est la loi de Van 't Hoff. Ici, vous voyez que dans le sujet, c'est le signe égal qui a été mis entre les réactifs et les produits. La réaction n'est donc a priori pas un acte élémentaire, il faut donc noter les valeurs de P et Q, en précisant que ce sont deux réels. En ce qui concerne les unités, eh bien, on pourra définir par exemple oméga, la valeur de P plus Q. Du coup, le produit des deux concentrations puissance oméga va s'exprimer en mol puissance oméga par litre puissance moins oméga. La vitesse d'une réaction, c'est une vitesse volumique qui est définie en mol litre moins 1 seconde moins 1. Et du coup, l'unité de K, qui est variable suivant la valeur de l'ordre global oméga, eh bien, on l'obtient par analyse dimensionnelle. Ça va être donc des mols puissance 1 moins oméga. Lorsque je multiplie ça à des mols puissance oméga, il me reste des mols puissance 1 comme ce qu'on veut dans la vitesse, multiplié par des litres puissance. Donc là, j'ai du moins oméga, et je veux du moins 1. Donc ça va nous faire du oméga plus 1. Si je multiplie oméga plus 1, pardon, si j'additionne oméga plus 1 et moins oméga, ça fait moins 1. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est du... pas oméga plus 1. Est-ce que ce serait du oméga moins 1? Si je prends des litres puissance oméga moins 1 fois des litres puissance moins oméga, on additionne les puissances, oméga moins oméga, ça nous fait 0, moins 1, ça nous fait bien des litres moins 1, donc cette fois-ci c'est correct. Et on n'oublie pas de rajouter le second moins 1. Donc là ici pour la définition des termes, leur nom je vous l'ai donné à l'oral, mais évidemment sur la copie il aurait fallu écrire ça distinctement. Alors, pour les deux questions suivantes, 19 et 20, si vous regardez le barème, vous voyez que les questions sont notées sur 0 point. J'ai validé et mis des points uniquement s'il y avait des éléments de raisonnement qui allaient dans le sens de la bonne réponse. Pourquoi est-ce que j'ai mis sur 0? Bien parce que j'ai fait un petit oubli dans le sujet. J'ai oublié de vous préciser la valeur initiale de la concentration en réactif. Certains me l'ont dit à la fin du sujet, mais à la fin du DS, pardon, mais il était déjà trop tard. Donc du coup, c'est pour ça que ces questions ne sont comptées que sous forme de bonus. Donc on nous dit que on va réaliser un mélange stoichiométrique des réactifs à l'instant initial. Alors si on essaye d'abord de décortiquer ce que ça signifie, mélange stoichiométrique, ça veut dire que c'est un mélange qui respecte les proportions stoichiométriques. On constate, en analysant l'équation bilan, que les deux nombres stoichiométriques des réactifs valent 1, et donc on aura un mélange stoichiométrique à t égale 0 si la concentration en premier réactif, à l'état initial, est égale à la concentration en second réactif à l'état initial. On va appeler cette grandeur C0. Évidemment, puisque la réaction va se faire mol à mol, c'est-à-dire si on consomme un réactif, on va consommer aussi un autre réactif, et bien quel que soit l'instant considéré, on restera avec un mélange stoichiométrique. Donc pour tout T, la concentration de substrat sera égale à la concentration en ion iodure. On va noter cette concentration dans la suite grand C. Alors, en ce qui concerne la valeur qui manquait dans le sujet, si jamais vous l'avez décelé, je vous rappelle une consigne élémentaire. Si jamais vous décelez dans un sujet, que ce soit en DS ou le jour des concours, ce qui vous semble être une erreur, vous pouvez et même vous devez l'indiquer dans votre copie, en expliquant bien sûr les conséquences qui sont liées à ce que vous avez perçu. En l'occurrence ici, si vous vous rendez compte qu'il manque la concentration C0, vous pouvez peut-être
comment dire, ruser un petit peu. Si on analyse le tableau des valeurs expérimentales qui se trouve en bas de la page numéro 3, donc on a ici la concentration du produit, TS au moins en fonction du temps. Évidemment, vu que c'est un produit, on s'aperçoit que lorsque le temps s'écoule, la concentration de ce composé eh bien, augmente. Et vous voyez qu'après 2500 secondes, il atteint une concentration de 4,9 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Vous auriez donc pu prendre cette concentration comme la concentration maximum qu'on pouvait atteindre par la réaction, et donc, par identification, dire que cette concentration maximum correspond à la valeur de la concentration initiale en chacun des deux réactifs. Et en effet, lorsque j'avais préparé l'exercice, la concentration initiale que j'avais choisie, je vous la donne ici, C0 était 5,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et donc maintenant qu'on a cette valeur, comment est-ce qu'on va faire pour obtenir l'ordre de la réaction? Donc là, on s'attelle à répondre à la question numéro 19. La première chose, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est, puisque vous avez un tableau de valeurs expérimentales, vous devrez faire obligatoirement une régression linéaire. Par contre, méfiez-vous, dans beaucoup de copies, j'ai trouvé le terme régression linéaire invoqué un peu comme une formule magique. J'écris régression linéaire, je vais avoir des points. Non, surtout pas. Une régression linéaire, c'est une opération précise. Il faut définir quelle est la grandeur qu'on va tracer en fonction de quelle autre grandeur. Si jamais vous ne le précisez pas, eh bien je ne sais pas ce que vous avez fait, et dans ce cas-là, eh bien, les valeurs numériques que vous marquerez en dessous n'ont plus aucun sens et évidemment ne pourront pas vous rapporter de points. Alors, pour déterminer l'ordre de cette réaction, quelles sont les choses que nous avons à notre disposition? Eh bien, si la réaction admet un ordre, on peut écrire la vitesse K fois la concentration du premier réactif puissance P fois la concentration du deuxième réactif, je note C également puisque le mélange est stoichiométrique, puissance Q. On a défini l'ordre global, oméga, comme étant égal à la somme de P plus Q. Donc ici, j'écris K fois C puissance P plus Q, donc K fois C puissance oméga. Bon, si on n'a que cette relation-là, on ne pourra pas s'en sortir. On peut aussi utiliser la définition de la vitesse volumique de réaction. R, c'est égal à 1 sur le volume du système réactionnel fois 1 sur le nombre stoichiométrique algébrique d'un réactif ou d'un produit, nu I, multiplié par la variation par rapport au temps de la quantité de matière de l'espèce I. Si on applique cette relation dans le cas d'un de nos deux réactifs, le nombre stoichiométrique nu I va être égal à moins 1, le volume du milieu réactionnel peut être supposé comme étant constant, et donc la relation, qui est ici la relation générale, s'écrira dans le cas d'une transformation isochore, lorsque le volume est constant, de la forme moins d de C sur dt. Donc cette méthode, on l'avait bien développée dans le cours, et on a donc deux définitions pour la vitesse. Évidemment, ces deux définitions peuvent s'égaliser, et on va donc écrire moins d de C sur dt, cette expression-là, qui est égale à K fois C oméga. Cette relation, elle est intéressante, puisque nous avons ici une équation différentielle en concentration C. Par conséquent, puisqu'on a l'équation différentielle, ce qu'on va réaliser, c'est la méthode intégrale. Donc on va supposer une certaine valeur pour l'ordre oméga, intégrer la relation, et ensuite faire une régression linéaire pour confronter l'expression mathématique obtenue avec les valeurs expérimentales. On démarre donc de moins d de C sur dt égale K fois C puissance oméga. On va donc appliquer la méthode intégrale, et pour ça, on va devoir formuler une hypothèse sur la valeur de oméga. Traditionnellement, je vous ai dit que pour une réaction pour laquelle on a un seul réactif, l'ordre le plus courant, c'est l'ordre 1. Étant donné qu'on a ici deux réactifs, on peut imaginer que chacun des ordres partiels va être égal à 1. Du coup, oméga est probablement ici égal à 2. Faisons cette hypothèse.
On va donc avoir comme relation moins d de c sur dt égale c carré. On a donc ici une expression qui ressemble à une cinétique d'ordre 2, ce qu'on avait fait dans le cours. Donc l'intégration se fait exactement de la même façon. Moins d de c sur c carré égale k fois dt. Arrivé ici, on intègre l'équation différentielle avec des bornes identiques à gauche et à droite, entre l'instant initial et un instant quelconque. Là, ici, je ne prends pas le coefficient k, puisqu'il varie lorsque la température varie, mais pas lorsque le temps varie. Donc, du côté gauche, moins d de c sur c carré, ça se primitive sous la forme 1 sur concentration c, pris entre t égale 0 et t quelconque. Et sur la droite, on aura k, la primitive de dt, ce sera la fonction t, pris entre t égale 0 et t quelconque. On va donc avoir 1 sur c moins 1 sur c0. Là, ici, pardon, c'est indice 0, puisque ce n'est pas la concentration de référence, mais une concentration à l'état initial. Et ça, c'est égal à k fois t. Si on remodifie un tout petit peu la position des termes, on va donc avoir 1 sur c égale 1 sur concentration initiale plus k fois t. Et ça, c'est une relation qui va nous être très utile, puisque si on décide que 1 sur c correspond à l'axe des ordonnées, que t correspond à l'axe des abscisses, eh bien alors on aura 1 sur c0 qui correspondra à une ordonnée à l'origine, et la constante cinétique k sera égale au coefficient directeur. Ça veut dire que si on dispose d'un ensemble de valeurs de 1 sur c pour les bonnes valeurs du temps, eh bien on pourra faire une régression linéaire de 1 sur c en fonction du temps. Je vous rappelle ici que c, c'est la concentration en réactif, ROTS, c'est aussi égal à la concentration en ion iodure, I-. Cependant, le tableau qu'on vous donne dans l'énoncé, eh bien, ce n'est pas directement l'évolution de la concentration d'un réactif, mais l'évolution de la concentration d'un produit. Et bien sûr, ces deux concentrations, eh bien, elles n'évoluent pas de façon non corrélée. Lorsque le réactif est consommé, sa concentration diminue, ce qui va du coup former du produit. Comment est-ce qu'on fait pour savoir le lien entre les deux? Eh bien, l'outil du chimiste pour gérer l'évolution des quantités de matière, c'est le tableau d'avancement. Donc il faut maintenant réaliser un tableau d'avancement. Ce tableau, eh bien, on va le faire en concentration, puisqu'on travaille avec des concentrations depuis tout à l'heure et qu'on a fait déjà l'hypothèse que le volume du milieu réactionnel était constant. Les réactifs sont donc ROTS et I-, et les produits RI et TS au-. À l'état initial, on aura pour les réactifs une concentration C0 et les produits ne sont pas présents. Pour un instant t quelconque, C0 moins X, l'avancement volumique du côté des réactifs, et pour les produits, une concentration égale à X. Lorsque t tend vers plus l'infini, eh bien, on va atteindre l'état final de la réaction, et en cinétique, on considérera toujours des transformations totales. Donc ici, X final, c'est l'avancement maximal X max, et il sera égal à C0. Par conséquent, les réactifs, leur concentration tombe à 0, alors que les produits, leur concentration atteint C0. Bien donc, le tableau nous donne l'évolution au cours du temps de la valeur de TS au-. Et nous, ce qu'on souhaite, eh bien, c'est avoir les concentrations soit de l'un ou de l'autre des deux réactifs, et puisque le mélange est stöchiométrique, ces concentrations sont égales. Donc si on prend une de ces deux cases du tableau d'avancement, on peut écrire que la concentration C est égale à C0 moins X. Bien. Si maintenant on utilise la case de droite, on s'aperçoit que X, c'est égal à la concentration
d'ion TS au moins. Donc C, c'est aussi égal à C0 moins la concentration en TS au moins. Concentration initiale, je l'ai donné tout à l'heure, 5,0 fois 10-2 mol par litre. Les concentrations de TS au moins au cours du temps, elles sont données dans le sujet. Et donc, grâce à toutes ces valeurs, on est capable de donner un tableau avec les mêmes valeurs de temps pour la concentration du réactif. Une fois qu'on a ça, on applique donc la méthode de la régression linéaire qu'on a proposée tout à l'heure, à savoir on trace 1 sur la concentration de réactif en fonction du temps, et on trouvera comme coefficient de corrélation quelque chose supérieur à 0,99999. Donc l'hypothèse d'un ordre oméga égale 2 est validée, et on peut donc retenir cet ordre global. Pour la question numéro 20, je vais l'écrire en bas à droite, ça se fait très rapidement. On nous demande quelle est la valeur de la constante cinétique de la transformation. Eh bien, vous voyez qu'elle est égale au coefficient directeur de la régression linéaire précédente. En ce qui concerne l'unité de K, eh bien, on reprend la formule générale de tout à l'heure et on applique avec oméga égale 2. Pour terminer cette deuxième partie et conclure aussi le premier problème, on nous demandait dans la question numéro 21 de déterminer l'énergie d'activation de la transformation chimique, et pour ça on nous donnait des valeurs de K et des valeurs de T en degrés Celsius. Donc je vous rappelle la méthode qu'on a vue déjà tout à l'heure. Lorsqu'on parle d'énergie d'activation, on pense tout d'abord à la loi d'Arrhenius, qui nous dit que le coefficient de vitesse varie lorsque la température varie. Une petite remarque aussi au passage, vous êtes des gens qui sont des adultes et vous devez être capable de différencier les différentes façons d'écrire des lettres. Le coefficient cinétique, c'est K minuscule. Il y en a encore trop parmi vous qui confondent K minuscule et K majuscule qui est réservé aux constantes thermodynamiques. Faites attention, ça n'a pas du tout le même sens. De la même façon, il y en a ici qui, au lieu de me mettre grand T pour la température, me mettent un T minuscule pour le temps. Et là, pour le coup, en cinétique, on peut vraiment se poser la question de savoir si le candidat a compris est-ce qu'il a compris que K ne varie pas lorsque le temps varie. C'est seulement la température qui fait varier ce paramètre. Donc soyez rigoureux là-dessus, ça vous permettra peut-être de grappiller quelques points par-ci par-là. Donc ce coefficient de vitesse est égal au facteur pré-exponentiel A, qui dépend lui aussi de la température, multiplié par l'exponentielle de moins EA sur RT. On s'arrête un petit instant peut-être pour faire un point sur les unités. Donc on a dit que K avait une certaine unité, je vais l'appeler U. Le facteur pré-exponentiel aura la même unité que K, et à l'intérieur de l'exponentielle, l'argument doit être globalement sans dimension. R, la constante des gaz parfaits, s'exprime en joules Kelvin-1, mol-1. C'était mentionné, je pense, sur la première page avec les données thermodynamiques. Oui, c'était mentionné. La température T s'exprime en Kelvin-1, en Kelvin tout court. Et du coup, pour l'énergie d'activation, par analyse dimensionnelle, eh bien, il s'agit d'une énergie molaire qu'on va trouver en joules mol-1. Là, à nouveau, méfiez-vous, erreur classique, et plusieurs d'entre vous l'ont fait, des gens m'ont donné des énergies d'activation en joules ou en kilojoules. Là, on voit l'unité, et directement, on raye en mettant 0, puisque l'unité est fausse, le résultat n'a pas de sens. Donc, lorsqu'on a cette expression, on souhaite déterminer l'énergie d'activation qui se trouve en exposant dans l'exponentielle. Pour ça, on passe par la linéarisation. ln de K égale ln de A moins EA sur R fois 1 sur T. Au passage, regardez les valeurs de température avec lesquelles on travaille. On est entre 52 et 127 degrés Celsius. Par conséquent, l'intervalle de température est inférieur à 100 degrés Celsius. On peut donc considérer que le facteur pré-exponentiel est assimilable à une constante. Arrivé ici, on va donc réaliser la régression linéaire en mettant les valeurs de ln de K sur l'axe des abscisses, des ordonnées, les valeurs de 1 sur T cette fois sur l'axe des abscisses, et on aura comme
ordonné à l'origine ln du facteur préexponentiel, et comme coefficient directeur, tout ça avec le signe compris, moins EA sur R. Par conséquent, si vous voulez déterminer l'énergie d'activation, vous utilisez le fait que le coefficient directeur est égal à moins EA sur R. Cette valeur est obtenue par la régression linéaire sur calculette. On isole alors la valeur de l'énergie d'activation, qui est égale à moins le coefficient directeur fois la constante des gaz parfaits. Et donc, en faisant cette opération, on obtient, comme on l'a dit tout à l'heure, une énergie d'activation en joules mol moins 1. Un dernier petit détail technique sur la résolution de cette question. Vous voyez que les températures sont ici en degrés Celsius, alors qu'elles doivent être en Kelvin dans la loi d'Arrhenius. Donc il faut d'abord passer par une étape de changement d'unité. Donc lorsque vous rentrez les valeurs sur votre calculette, vous pouvez procéder par exemple de la façon suivante. Dans la première liste L1, vous rentrez une à une les valeurs de K mentionnées dans le sujet. Puis dans la liste L2, vous la définissez comme le logarithme népérien de la liste L1. Vous y stockez alors les valeurs de ln de K. Dans la liste L3, vous stockez les valeurs de T en degrés Celsius. La liste 4, vous la définissez comme L3 plus 273,15 pour avoir les valeurs de T en Kelvin. Et enfin, vous définissez la liste numéro 5 comme 1 sur la liste 4 pour stocker à l'intérieur les valeurs de 1 sur T en Kelvin moins 1. Bien, donc on a terminé là avec la partie problème numéro 1. Il nous reste le dernier exercice qui était un exercice qui est presque faisable en fait dès qu'on est en fin de terminale, qui porte donc sur des notions assez élémentaires, réaction acido-basique et titrage conductimétrique. Cet exercice, c'est donc pour moi vraiment un classique et chacun doit être capable de le réaliser sans difficulté. Donc on va reprendre ça pas à pas et vraiment entraînez-vous à le refaire sur cet exemple-là, sur l'exemple que je vous avais donné également au cours du TP numéro 9, il y avait un petit exercice d'application. Ça peut vous être utile puisque des TP de conductimétrie au concours, il y en a et dans toutes les filières, PC et PSI. Donc, dans cet exercice numéro 3, on nous dit qu'on réalise un titrage conductimétrique d'une solution aqueuse d'ammoniac à la concentration C1, dont on nous donne la valeur, par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique à la concentration C2, de valeur connue également. On notera le volume de solution titrante versée V2 et le volume de la prise d'essai est noté V1. Première question, on nous demande, enfin du coup c'est la question 22 du DS, on nous demande de faire un schéma complet et légendé du montage. Alors je vais donner le nom des différents instruments lorsque je vais les dessiner. Vous pouvez les légender par exemple sur la droite de votre schéma. On commence par se munir d'une potence à laquelle on accroche une burette graduée. En dessous de la burette, on va placer un bécher contenant un barreau magnétique. Ce bécher est placé sur un agitateur magnétique. Étant donné que c'est un titrage par suivi conductimétrique, on va préciser également qu'on a une cellule conductimétrique reliée à un conductimètre qui va nous donner la valeur de sigma après l'avoir étalonné, ou la valeur de conductance G si l'étalonnage n'a pas été fait. Et en ce qui concerne les solutions, eh bien on peut mettre en évidence que dans le bécher, on a une solution qui contient de l'ammoniac, NH3, dissous, concentration C2, concentration C1 et volume V1. À l'intérieur de la burette, c'est une solution d'acide chlorhydrique. On l'écrit donc H+, plus Cl-, concentration C2 et volume V2. Si on veut être encore plus précis, on peut même ajouter les valeurs de C1, C2 et V1 qui sont mentionnées dans le sujet.
Pour la question numéro 23, absolument indispensable à la réalisation de cet exercice, on nous demande de donner l'équation bilan du titrage. Alors il y a beaucoup de gens qui se sont trompés sur cette question parce qu'ils ne connaissaient pas la formule de l'ammoniac qu'on a pourtant vue dès le début de l'année dans le chapitre numéro 1 et qu'on a revu plusieurs fois depuis. Donc souvenez-vous bien, l'ammoniac c'est un composé en chimie qui est extrêmement utilisé, vous ne pouvez pas passer à côté de la mémorisation de sa structure chimique. Au passage, je fais un petit commentaire. Les personnes qui n'avaient pas l'équation bilan et qui ont ensuite essayé de répondre aux questions comme si elles l'avaient, eh bien c'est purement c'est abusif, quoi, hein. Il ne faut pas se permettre de faire ce genre de choses, ou alors on écrit distinctement, puisque je n'ai pas l'équation bilan, je considère une formule générale, et les réponses que vous fournissez ensuite portent sur un cas général. Ça peut vous rapporter quelques points, sûrement pas tous, mais en tout cas, c'est plus rigoureux que de se dire je vais raisonner sur un truc faux, peu importe ce que j'écris ensuite. Donc, question numéro 23. Le réactif titré, c'est l'ammoniac, NH3, dissous dans l'eau initialement. Le réactif titrant, les ions H3O+, dissous dans l'eau aussi. La réaction est une réaction acido-basique, elle va donc avoir lieu par transfert de protons. Un proton va quitter la molécule, l'ion H3O+, pour venir se fixer sur la molécule d'ammoniac. Donc NH3, lorsqu'il capte un H+, va devenir NH4+, ion ammonium. Et H3O+, lorsqu'il perd ce H+, eh bien, il va devenir une molécule d'eau. Pour être clair avec vous, la flèche que j'ai tracée ici, c'est pas du tout un mécanisme réactionnel, c'est simplement pour vous expliquer qu'il y a un transfert de protons depuis l'acide vers la base. Ensuite, pour la question numéro 24, une question hyper classique, tout le monde doit être capable de répondre puisque c'est quelque chose qu'on vous a déjà demandé beaucoup de fois. Rappelez la définition de l'équivalence et déterminer la valeur du volume versé à l'équivalence. Parmi les définitions que vous me proposez, il y en a une qui revient souvent, et malheureusement elle est fausse, donc il va falloir chasser cette idée reçue de votre esprit. Il y en a beaucoup parmi vous qui me disent que l'équivalence correspond à l'instant blablabla. En fait non, l'équivalence c'est pas un instant, puisque on parlera d'instant t dans le cas où on fait un suivi cinétique. En ce qui concerne un titrage, ce n'est pas le temps qui dirige la réaction, c'est le chimiste, et il le dirige par le volume de solution titrante qui a été ajouté. Du coup, si on veut être tout à fait rigoureux, vous pouvez noter comme définition pour l'équivalence qu'il s'agit de l'état du système pour lequel on a introduit les réactifs en proportion stoichiométrique. Donc, c'est un état, et tant que le chimiste ne décide pas d'ajouter plus de réactifs titrants, eh bien, la réaction va rester à l'équivalence. Et ça peut durer comme ça 3 semaines si on souhaite. Bien, donc, si on considère un cas général, là pour l'instant je vais vous faire un petit rappel avant d'appliquer ce qu'on va voir là sur la réaction considérée. Si on considère une équation bilan de titrage de la forme AA plus BB donne des produits, eh bien on dira qu'on a réalisé un mélange stoichiométrique si et seulement si la quantité de matière de A introduite divisée par son nombre stoichiométrique, d'où le nom mélange stoichiométrique, est égale à la quantité de matière de B divisée par son nombre stoichiométrique petit b. Donc, dans le cas d'un titrage, cette relation sera valable à l'équivalence, et c'est ce qu'on appelle parfois la relation à l'équivalence. Dans le cas de la réaction avec laquelle on travaille ici, c'est un exemple assez simple où les nombres stoichiométriques petit a et petit b valent tous les deux 1, et donc on va avoir une relation facile à utiliser. Donc allons-y donc pour la suite de la question 24. Donc la définition de l'équivalence, c'est fait. Déterminer la valeur du volume à l'équivalence. Eh bien, on nous dit que à l'équivalence, la quantité de matière du réactif 1 sur son nombre stoichiométrique 1 est égale à la quantité de matière du réactif 2 sur son nombre stoichiométrique qui vaut 1 également. Ici, en reprenant les notations du sujet, N1
c'est la quantité de matière d'ammoniac, et N2, la quantité de matière de H3O+. Dans une copie, si vous écrivez ça de la façon suivante, ce sera tout à fait clair pour définir qu'est-ce que vous avez pris pour N1 et pour N2. Étant donné que les quantités de matière N sont égales au produit de la concentration par le volume, eh bien on peut développer ça dans la relation à l'équivalence en disant que C1 fois V1 sur 1, c'est-à-dire la quantité de matière initialement présente en ammoniac dans le bécher, est égale à la quantité de matière versée à l'équivalence pour les ions H3O+, à savoir C2 fois VE sur 1. Alors là, vous voyez que je m'efforce d'écrire à chaque fois sur 1. Vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre, mais en tout cas, quand vous le mettez, vous montrez à votre correcteur que vous savez définir l'équivalence et vous montrez du coup que si les nombres stoichiométriques n'étaient pas égaux à 1, vous ne vous seriez pas trompé. Ça peut donner un petit a priori positif sur votre copie et du coup, lorsqu'on corrige, si ensuite il y a quelque chose qui est une petite imprécision, ça peut ensuite être passé à la trappe simplement parce que vous avez fait au préalable un effort de rigueur. Donc arrivé ici, on isole le volume équivalent en disant que c'est égal donc à C1 V1 sur C2. On a donc ici une relation générale, littérale, qu'on encadre, et on procède ensuite à une application numérique. Et on trouvait pour VE, alors il faut faire attention aux chiffres stoichiométriques, pardon, aux chiffres significatifs, on avait 1,6 fois 10 moins 2 litres, avec seulement deux chiffres significatifs, puisque la valeur de V1 ne comporte que deux chiffres significatifs, on nous dit que c'est 5,0 millilitres. Ensuite, pour la question numéro 25, on nous demande de réaliser un tableau de suivi des quantités de matière. Encore une fois, une question plutôt classique, des titrages, vous en avez déjà fait beaucoup, et pourtant, bien nombreux sont ceux qui se sont trompés sur cette question-là. L'erreur est la suivante. Vous avez mis dans votre tableau de suivi des quantités de matière instant initial, instant intermédiaire, instant final, comme ce qu'on avait fait au chapitre numéro 1. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on fait un titrage, le temps n'est pas le paramètre qui fait avancer la réaction. Vous vous souvenez, une réaction de titrage doit être quasi totale ou totale. Elle doit également être quasi instantanée et unique. Du coup, puisqu'elle est quasi instantanée, le paramètre temps n'est pas un paramètre à mettre dans le tableau de suivi des quantités de matière. La méthode, on l'avait développée au cours du TP numéro 9, qui porte sur les titrages conductimétriques, justement, et que, à mon avis, trop peu d'entre vous maîtrisaient au moment de passer le DS numéro 4. Donc lorsqu'on fait ce genre de tableau, vu qu'on fait un titrage, on va forcément travailler en mol. En ce qui concerne les états du système, on va les définir par rapport au volume de solution titrante qui a été versé. Ce volume de solution titrante, c'est V2. Donc tout d'abord, lorsque V2 est nul, lorsque V2 est inférieur au volume équivalent, lorsque V2 est égal au volume équivalent, et lorsque V2 est supérieur à ce volume. Si on veut faire ce tableau, on replace l'équation bilan de la réaction, NH3 plus H3O+, donne NH4+, plus H2O. Et puisqu'on fait de la conductimétrie et que les ions vont nous permettre de savoir l'évolution de la conductivité, on ne doit pas s'arrêter là. On doit également mettre les ions spectateurs. Ils ne participent à aucune transformation chimique, mais ils participent en revanche à la conductivité de la solution. Ici, les ions spectateurs, on en a un seul, et bien c'est l'ion chlorure. On rajoute donc sur la droite une colonne pour cet ion. Initialement, pour l'ammoniac, NH3, la quantité présente dans le bécher sera égale au produit C1 fois V1. Les ions H3O+ n'ont pas encore été introduits, la quantité de matière dans le bécher, c'est 0. Les produits n'ont pas encore été formés, donc pour l'ammoniac, on est à 0. Pardon, pour l'ion ammonium NH4+, on est à 0. Et en ce qui concerne l'eau, c'est le solvant de la réaction, on se fiche un peu de sa quantité de matière. On sait que c'est en excès, on ne va juste pas remplir la colonne. Les ions chlorure, eux, ils sont apportés à travers la burette, puisque c'est une solution d'acide chlorhydrique qui est versée.
Donc si on en a mis 0, la concentration de ces ions est nulle. Deuxième ligne du tableau d'avancement, lorsqu'on a commencé à verser de la solution titrante, mais que l'équivalence n'a pas encore été atteinte.